Salam alaikum. Donc, on commence. Désolé pour le retard. Euh, donc, L'autre fois, on a commencé de parler parler de capteurs et principalement, on a dit qu'on va consacrer l'étude pour les capteurs, donc les utiliser. Alors, on a commencé par les capteurs ou les détecteurs de présence. Et on a dit que parmi donc, les détecteurs de présence, il y a donc ceux mécaniques qu'on appelle les capteurs donc les capteurs ou les détecteurs à contact, qui ont une partie en fait amovible, qui lorsqu'ils entrent en contact avec l'objet, ils ferment un interrupteur et comme ça, donc on détecte ou là on est informé de la présence de l'objet. Nous avons dit que également il y a la possibilité que la détection peut se faire sans contact et c'était donc lame souple ou l'interrupteur à lame souple qui a un principe très simple qui consiste simplement à mettre un aimant qui permet donc d'attirer ou de tirer une lame donc s'il est à côté et donc on peut utiliser sur l'extrémité ou sur l'objet qui se déplace un aimant et comme quoi donc lorsqu'il s'approche de cet interrupteur là donc il va fermer le contact. Nous avons dit que donc plus spécifiquement donc les capteurs donc les détecteurs de présence qui permettent donc de détecter les objets sans contact, donc sont les plus intéressants et sont les plus économiques. Et en l'occurrence, donc nous avons parlé des détecteurs, donc des détecteurs inductifs, et on a dit que donc il permet de détecter des objets métalliques, donc de proximité, et la proximité en fait, donc c'est de l'ordre de 0 mm à maximum, donc c'est de l'ordre de 6 cm, sans qu'il y ait un contact physique entre l'objet à détecter et notre capteur. On a dit que ces détecteurs-là, les détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et par la suite optiques, ce sont des détecteurs qui n'exigent pas de mobilité d'objet, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tous les éléments sont statiques, ce qui fait qu'ils ont une durée de vie plus grande. C'est une durée de vie normalement qui n'a pas de relation avec le nombre de détections qu'ils réalisent. Pour le détecteur inductif, on a dit qu'il permet de détecter seulement les objets, détecter donc à proximité les objets métalliques. Par contre, donc, les capteurs de proximité capacitifs, donc, ils permettent de détecter tout nature, les objets de différentes matières, que ce soit donc les métaux, ou que ce soit donc le plastique, le verre, le bois, etc. Euh, Sauf que donc, les détecteurs capacitifs, ils ont une sensibilité moindre que les détecteurs inductifs. Donc, les détecteurs inductifs, ils permettent de détecter sur des distances relativement grandes. Hein. Donc, lorsqu'on parle de 60 mm, donc c'est une distance relativement grande par rapport à l'étendue ou par rapport à la zone de détection pour les. Monsieur, Oui, il y a des étudiants qui attendent que vous les acceptez. ok. On les accepte. Donc, les capteurs, donc les détecteurs de proximité capacitive, donc ils permettent de détecter des objets de type, donc de différentes natures, mais donc la distance de détection elle est relativement faible par rapport à celle de détecteurs inductifs qui est normalement dédié pour les applications où les objets détectés ce sont des métaux. On est passé pour parler des détecteurs optoélectroniques.
Et les détecteurs optoélectroniques, ils sont composés d'un émetteur de lumière et d'un récepteur de lumière. On a donc différentes configurations possibles. Donc, on les a donc vues l'autre fois, donc on les rappelle rapidement. Donc, ça dépend de la position donc, de détecteur de lumière par rapport à l'émetteur. Donc, on peut parler de configuration et, en l'occurrence, on peut parler d'application. Alors, dans le cas de barrage, donc les émetteurs-récepteurs sont éloignés et normalement, on surveille la présence d'objets entre les deux. Dans le cas de réflexe, là, donc l'émetteur et le récepteur, donc l'un est à côté de l'autre. Il y a un réflecteur quelque part et on détecte les objets de proximité ou les objets qui passent entre le détecteur, donc l'émetteur récepteur de lumière et le réflecteur. Par contre, pour ce qu'on appelle détecteur de proximité, optoélectronique tout court, donc l'émetteur et le récepteur, donc l'un à côté de l'autre, et c'est normalement la présence d'un objet à côté qui permet de réfléchir la lumière et comme ça, donc on détecte sa présence. Donc là, ça reste normalement, on parle de détecteur de proximité, on parle également de détecteur de présence et éventuellement on peut parler de détecteur de position. Sauf que lorsqu'on parle de détecteur, c'est un capteur normalement qui fournit que deux états. Et donc, lorsqu'on parle de détecteur de position, en fait, c'est simplement un détecteur qui va nous dire est-ce qu'un objet se trouve dans cette position ou non. Il ne va pas nous dire quelle est sa position, mais seulement est-ce qu'elle est là ou non. Est-ce qu'elle est dans cette position ou non. Plus généralement, donc les capteurs de position, c'est-à-dire des capteurs qui permettent de nous donner la position exacte d'un objet, c'est pas seulement est-ce qu'elle est dans cette position ou non, donc on les appelle tout court, voilà, des capteurs de position, comme on peut donc les appeler des capteurs de déplacement. Donc, il y a un certain nombre donc, de caractéristiques concernant ces capteurs-là, les capteurs de position. Donc, alors, lorsqu'on parle de détecteur, il n'y a que deux états, soit que l'objet est présent ou non. Alors, lorsqu'on parle de position, en fait, c'est une valeur qui va nous donner la position réelle d'un objet qu'on observe. Donc, ce qui fait que on peut qualifier donc, le capteur par la résolution. Et vous vous rappelez, on a dit donc la résolution, ça correspond en quelque sorte à la précision. Et il ne fournit la plus petite valeur qu'on peut détecter ou qu'on peut mesurer à travers le capteur. Et alors, donc, si vous vous rappelez également, donc, on a parlé de l'étendue. L'étendue, ça correspond à la valeur la plus petite et la valeur la plus grande qu'on peut mesurer. Donc là, ce sont des choses qu'on utilise couramment pour qualifier un capteur de position. J'accepte votre collègue, votre collègue. Donc, le plus courant, concernant donc, les capteurs de position, en fait, on va les présenter chronologiquement, c'est-à-dire c'est également suivant donc l'ordre d'apparition de ces capteurs sur le marché. Alors, au départ, c'était donc des capteurs, voilà, on pourrait dire passifs, et que donc la position de l'objet fait changer leurs caractéristiques électriques, soit qu'il va modifier la résistance, ou qu'il va modifier la capacité, ou qu'il va modifier l'inductance de la bobine. Ici, donc, des exemples de capteurs de position. Alors, on parle ici de capteurs de position analogiques parce qu'ils nous fournissent une infinité de valeurs qui correspondent au déplacement, qui dépendent de l'emplacement. Donc là, ce que nous avons présenté ici,
Là, on parle de potentiomètre. Donc, un potentiomètre, c'est en fait c'est une résistance variable, donc qui possède, voilà, donc là, c'est la résistance, donc il va de A jusqu'à B. Et donc, nous avons une tête donc, qui se déplace, voilà, une tête qu'on appelle curseur, qui est liée à l'objet qui se déplace. Et donc, la résistance, voilà, donc ici, regardez, on essaie de, par exemple, donc ici, donc, nous avons le déplacement, voilà, la position, et ici, on représente la valeur de la distance. Hein. Si jamais on met de R, donc de A à B, nous avons par exemple 100 ohms. Alors, donc lorsqu'on est sur l'extrême, c'est-à-dire le C, il est dans la position A, on va avoir 0 ohm. Et lorsque donc le C arrive en B, donc on va avoir là 100% de la résistance. Et donc la variation normalement, elle est linéaire. Voilà. Il y a quelques-uns qui veulent se connecter. Voilà. Donc là, si jamais la résistance ou le potentiomètre, elle est rectiligne, elle est sous forme linéaire. Alors, donc là, vous pouvez mesurer donc, un déplacement linéaire, donc c'est-à-dire avoir la position d'un objet qui se déplace d'une manière rectiligne. Au cas où vous voulez mesurer des résistances, mesurer, pardon, des, des positions angulaires, alors, on a remplacé cette résistance électrique par une résistance circulaire. D'accord? C'est-à-dire que là, au lieu que la résistance soit une droite, soit un morceau rectiligne, donc on peut le réaliser sous cette forme-là, donc sous forme circulaire. Et comme ça, donc, l'objet qui se déplace, c'est encore donc, le C, c'est qu'entre A et B, donc c'est un cercle. Donc là, il va avoir la forme d'un cercle. Et l'objet qui se déplace, normalement, il va amener avec lui donc, le curseur, c'est-à-dire donc, la mesure se fait entre ce point C et le point A ou entre le C et le B. Donc ça dépend. Donc on peut prendre entre le A et le C ou entre le C et le B. Donc, s'il s'agit donc d'une résistance, d'un potentiomètre circulaire, c'est-à-dire rotatif, alors donc on peut mesurer la position en fait angulaire de l'objet qui se déplace par rapport, voilà, on peut donner donc quelle est sa position angulaire à un moment donné. Seulement, on sait que donc sur un tour, donc ça fait 2 pi, et donc là ça fait 360 degrés, donc on peut à chaque moment donc mesurer la résistance et sachant que donc vous avez toujours donc cette linéarité entre la résistance, entre la position donc du curseur par rapport à la totalité de la résistance. Donc vous avez cette proportionnalité, c'est que lorsque le curseur se trouve à la position basse, donc vous avez 0, il se trouve à la position la plus haute, vous avez donc 100% de la résistance, donc la loi est linéaire, et donc on peut trouver, donc, en mesurant la résistance, trouver rapidement la valeur de l'angle, on la trouver rapidement, donc l'angle de position d'un objet. Il y a donc d'autres types de capteurs de position, et là, vous pouvez voir, donc, logiquement, les déplacements qu'on peut mesurer à travers un potentiomètre, normalement, ils ne sont pas assez grands. Donc, les déplacements, ils doivent être petits. C'est-à-dire que de l'ordre de quelques centimètres, c'est OK. Mais lorsque la distance est assez importante, alors donc c'est pas possible. Excusez-moi, 20 secondes. Donc j'ai quelqu'un qui m'appelle. 20 secondes et je
Désolé pour l'interruption. Alors, on continue. Donc, j'ai dit pour les détecteurs, les capteurs pardon, de position basés sur le potentiomètre, donc ils permettent de nous fournir une mesure de la position d'une manière précise. Hein. Sauf que c'est limité, c'est limité en distance. Limité en distance, donc relativement, c'est de l'ordre de quelques millimètres à quelques centimètres, une dizaine peut-être de centimètres. Mais on peut trouver des situations où on peut avoir dans l'ordre du mètre. 1 mètre, peut-être 1 mètre et demi, ou même 2 mètres sur une manière, ou en fait d'une manière rectiligne. On peut les avoir, mais rarement on peut avoir donc, ces mesures. Généralement, c'est de l'ordre de quelques millimètres à quelques dizaines de centimètres. Alors, et la mesure, il se fait normalement avec une précision relativement acceptable. Donc, la résolution est théoriquement infinie. Théoriquement, c'est infini, mais la réalité, c'est quand même c'est une résolution très bonne. Pour les mesures de position très petites, donc si on a besoin de faire des mesures de distance, si vous avez un objet qui se déplace, mais la distance de déplacement, elle est inférieure au centimètre, ou même elle est de l'ordre de quelques centièmes, par exemple, de millimètre. Alors, on n'utilise pas les potentiomètres, donc on n'utilise pas des distances. Généralement, ce qu'on utilise, ce sont des condensateurs. Et c'est vrai, donc on ne va pas entrer dans le détail concernant les calculs, mais ce qu'on peut dire, c'est que on sait que donc, le condensateur, vous avez deux armatures, donc généralement donc deux lames qu'on appelle armature, et à l'intérieur vous avez un isolant. Et la capacité du condensateur, il dépend de la surface donc des armatures, de la surface des armatures en visibilité, et elle est proportionnelle à cette surface et elle est inversement proportionnelle à la distance entre les armatures. Si les armatures sont approchées, nous avons une capacité grande. Si les armatures sont éloignées, donc nous avons une capacité qui diminue. Donc, les capteurs capacitifs pour la position, ils ont ce principe. C'est que, donc là, une armature, on la fixe. Donc, une armature de ce condensateur, il se trouve fixe. Et l'autre, il peut être mobile. Et on relie donc l'objet qu'on veut mesurer son déplacement sur cette armature-là. Donc, on peut voir ça sur cette situation. Vous avez voilà, une première armature, une deuxième. Donc là, cette armature, il est fixe. Et c'est cette armature-là qui peut bouger. Et lorsqu'il bouge, donc on va le relier à un objet qui se déplace. Donc lorsqu'il bouge, donc normalement, il va modifier la distance entre les armatures. La capacité du condensateur elle est proportionnelle à la surface de l'armature et inversement proportionnelle. Avec la distance, mais les armatures qui sont تحت. Ce qui fait que la distance sera la capacité, sera la distance qui va la capacité. Donc, on fait modifier avec la distance, ce qui fait que la capacité change. Donc là, c'est le cas le plus simple. Mais si jamais on veut avoir des précisions plus grandes, donc on dirait double condensateur. Voilà, la première armature, deuxième, troisième. Elle est fixe, donc cette armature est fixe, cette armature-là, elle est fixe. Ou c'est cette armature-là qui bouge. Donc, avec l'armature, le milieu, il est on la relie à un objet pour lequel on veut mesurer son déplacement. Et lorsque, par exemple, l'objet se déplace vers le haut, donc il va amener, voilà, il va déplacer l'armature vers le haut. Ce qui fait, il va augmenter la distance, c'est-à-dire le condensateur d'en bas, donc il va réduire sa capacité. Par contre, le condensateur d'en haut, donc il va augmenter sa capacité. Donc, nous, on mesure la capacité entre A1 à A2 et la capacité entre A1 à A3. Ça nous donne une idée sur la distance on peut trouver donc le déplacement, le petit d que l'armature du milieu a effectué. Donc, déjà,
le capteur de position capacitif. Donc, ce n'est pas le détecteur, c'est le capteur de position. Donc, il nous donne la valeur de déplacement. Il est déjà utilisé pour les distances très petites, les déplacements très petits. Les déplacements, comme je viens de dire, inférieurs au centimètre. Même, ça peut être inférieur au millimètre. Donc, c'est les déplacements infinitésimaux. Donc, il y a vraiment une précision accrue. Donc, on utilise généralement double condensateur. Donc là, ce sont des configurations simples, hein, mais nous avons d'autres configurations possibles. Par exemple, ici, il s'agit d'un condensateur cylindrique. Donc les deux armatures, ils ont une forme cylindrique, une forme de cylindre. Et une armature, donc elle est à l'intérieur de l'autre. Par exemple, comme ça. Donc, l'armature du milieu, donc on la relie à l'objet qui se déplace. Et donc, lorsqu'il se déplace, il déplace avec lui l'armature du milieu. Et donc, on peut avoir, donc on peut mesurer la capacité de condensateur et ça nous permet de tirer le déplacement donc le déplacement de l'objet. Ici également, donc la distance de déplacement, elle est de l'ordre de centimètres au moins. Alors, si nous avons, si on a besoin d'une mesure plus précise, donc on utilise donc double condensateur. Nous avons un premier condensateur, voilà, donc voilà, cette armature-là, elle est cylindrique. L'armature, donc ici, c'est une autre armature cylindrique. Et nous avons à l'intérieur une armature A1 qui est cylindrique. Il se déplace. Donc, lorsque, par exemple, il se déplace vers la droite, il va augmenter la capacité du condensateur formée par A1 et A3 et il va réduire la capacité du condensateur formée par A1 et A2. Donc, en mesurant la capacité entre A1 et A2 et entre A1 et A3, donc on peut avoir la distance de déplacement de l'objet. Sinon, donc, pour mesurer donc, les rotations, les déplacements angulaires, alors donc, on peut avoir une forme comme ça. Donc, il y a les deux armatures, une est fixe et l'autre il se déplace, il fait des rotations. Par exemple, là, elle est fixe et cette armature-là, elle se déplace. Et donc là, on va modifier la surface de visibilité entre les deux armatures. Donc, quand les deux armatures l'une sur l'autre, par exemple, il y a un déplacement de 0. Si donc le déplacement augmente, donc les deux armatures, donc l'une, il va se décaler par rapport à l'autre. Et la surface de visibilité, donc, va diminuer et donc la distance, voilà, la capacité va diminuer comme ça. Donc, on peut avoir une idée sur l'angle de rotation. Sinon, on peut avoir donc des choses plus précises en utilisant donc un double condensateur, comme ce qu'il a fait pour le condensateur cylindrique ou le condensateur plan. Donc là, ce qu'on peut dire, donc là, l'avantage, c'est la grande sensibilité. C'est-à-dire que pour les déplacements très petits, nous avons un changement de capacité relativement grand. Donc, on divise par la distance. Et donc, ça nous permet de mesurer des distances de déplacement très petites. Parmi les inconvénients, c'est que, comme je viens de dire, donc la distance, elle est très limitée. Donc, la distance de déplacement est très limitée et relativement complexe en traitement du signal a posteriori. C'est que, donc, j'ai dit que normalement, la distance, elle est inversement, voilà, la capacité est inversement proportionnelle à la distance. C'est que pour mesurer une capacité, donc il faut mesurer tout d'abord la capacité. Pour mesurer la capacité, c'est un petit peu complexe. Et lorsqu'on mesure la capacité, donc il faut faire un calcul inverse, c'est-à-dire calculer 1 sur la capacité multiplié par un tel pour trouver la distance. Donc, le traitement, il n'est pas direct. Hein. Ce n'est pas comme la résistance. Nous avons, comme les capteurs capacitifs, on a les capteurs inductifs. Les capteurs inductifs, ils ont pratiquement une sensibilité identique à celle des capteurs capacitifs. Et sauf que donc, la sensibilité, elle est bonne, elle est très bonne, mais l'inconvénient, c'est que la distance de mesure, elle est de l'ordre de quelques cinquantaines de centimètres. C'est mieux que la distance qu'on peut mesurer à travers un condensateur. Mais le condensateur, il nous donne une précision plus
meilleure par rapport au capteur inductif. Donc, là, pour la capacité, donc l'étendue de mesure est très faible, mais elle est très précise. Pour la bobine, ou pour le capteur d'opposition inductif, ça nous permet de mesurer les distances relativement avec une bonne précision, une grande précision, mais donc si on la compare par rapport au capacitif, c'est un petit peu donc au-dessous. Mais donc l'étendue de mesure, il est un petit peu plus grand. Et ce qu'on a dit pour la capacité, on peut le dire pour la bobine. C'est que pour extraire l'information concernant le déplacement depuis l'inductance, c'est un petit peu complexe. Parlons maintenant des capteurs qu'on utilise pour mesurer la position et qui fournissent un signal relativement numérique, un signal dont le nombre de niveaux est fini. Donc, les capteurs analogiques qu'on vient de présenter. Maintenant, ce qu'on va présenter, c'est peut-être pour les codeurs rotatifs, mais c'est également possible pour les capteurs de position rectiligne. Le même principe reste applicable pour mesurer l'angle ou pour mesurer un déplacement linéaire. Et là, donc, si on utilise donc, les capteurs de position angulaire, là, donc, les codeurs ou là, les capteurs sont circulaires. D'accord? On les appelle des codeurs rotatifs. Pourquoi rotatifs? Parce qu'ils vont tourner pour nous permettre de mesurer la position angulaire. Donc, dans le même contexte, si on veut mesurer le déplacement angulaire, donc pour le déplacement angulaire, il y a surtout, donc on les utilise pour mesurer soit la vitesse, ou mesurer, donc là on est en train de parler de la position, donc restons sur la position. Alors pour mesurer donc, la position, alors on va relier à l'arbre du moteur, donc à l'arbre tournant du moteur, et généralement, donc on fait, donc on la relie peut-être à un système automatisé pour contrôler la position. Donc, en ce qui concerne donc, les types maintenant, on parle des capteurs de position numériques basés sur l'optoélectronique, basés sur la lumière. Donc, il y a ce qu'on appelle les codeurs incrémentaux et les codeurs absolus. Commençons par les codeurs incrémentaux. Lorsqu'on parle d'incrémental, c'est quelque chose qui s'incrémente, c'est qu'à chaque fois on ajoute un. Alors peut-être, on essaie, alors je laisse peut-être donc, j'ai dit qu'on va limiter l'étude qu'on va présenter ici pour les capteurs rotatifs, mais la même chose est valable pour les capteurs rectilignes. Donc, la périphérie du disque, donc c'est circulaire, donc il y a un disque qui va être relié à l'arbre du moteur, éventuellement pour vous mesurer sa position. Et sur la périphérie, donc sur l'extrémité de ce disque-là, on fait des fentes, on fait une alternance entre des fentes, voilà, peut-être, voilà, je prends un schéma très, voilà, c'est ici, voilà, c'est redondant, on essaie de voir ce schéma. On commence par ce schéma-là, voilà. Donc là, vous avez donc le disque, et le disque, donc, il est lié à l'arbre du moteur que vous voulez mesurer sa position. Et sur l'extrémité, sur la périphérie du disque, on a un certain nombre de positions. Un certain nombre, ce qu'on appelle des fentes.
qui sont régulièrement répartis. Donc, ce qu'on a ici, donc ce que nous avons représenté ici, donc il s'agit effectivement donc, de fonds, c'est-à-dire donc des ondes creuses sur la périphérie. Et nous avons un émetteur, voilà, donc nous avons un émetteur de lumière et un récepteur de lumière. Là, l'émetteur, il envoie de la lumière et normalement, il doit être donc, intercepté par le récepteur. Si jamais entre l'émetteur et le récepteur, donc il y a un trou. Alors, donc, lorsque le disque tourne, lorsqu'il y a, voilà, là c'est le disque, hein. Donc le disque il tourne et sur l'extrémité, donc nous avons un certain nombre de trous. Donc lorsque nous avons donc, il y a un trou entre l'émetteur et le récepteur de lumière, donc la lumière passe. Lorsque entre l'émetteur et le récepteur, il y a une partie qui ne présente pas de trou sur le disque, donc la lumière ne passe pas. Ce qui fait que lorsque le disque tourne, on aura éventuellement arrivé au nom de la lumière depuis donc sur le récepteur. Donc la lumière qui est envoyée par l'émetteur de lumière, il serait reçu sur le récepteur, donc si jamais il y a un trou, mais s'il n'y a pas de trou, donc il n'arrive pas. C'est-à-dire que, alternativement, j'aurai réception, absence de la lumière, et ainsi de suite. Donc là, c'est le principe général. Donc, c'est que, normalement, on détecte est-ce que la lumière arrive depuis l'émetteur sur le récepteur. Si la lumière arrive au récepteur, cela voudrait dire qu'entre les deux, entre l'émetteur et le récepteur, il y a un trou sur le disque. Si la lumière n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou, c'est-à-dire qu'il y a de la matière sur le disque. Alors, comment on peut donc exploiter ceci? Voilà. Donc là, c'est simplement l'explication. Un faisceau lumineux se trouve derrière ce fond dirigé vers voilà, une diode photosensible. Donc là, le récepteur, c'est simplement une photodiode, une diode qui est sensible à la lumière. Chaque fois que le faisceau est coupé, alors le capteur envoie un signal qui permet donc de connaître la variation de la position de l'arbre. Chaque fois que, donc voilà, si la lumière arrive, donc nous avons par exemple un 1. Si la lumière n'arrive pas, nous avons un 0. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter combien de fois il y avait de lumière ou combien de fois il n'y avait pas de lumière qui est arrivée, qui n'arrive pas, par exemple, au récepteur. Donc, en comptant ce nombre-là, ce nombre d'impulsions généraux, ce nombre de fentes, on peut savoir quelle est la position, quel est l'angle avec lequel le disque a tourné. C'est-à-dire qu'on peut savoir avec quel angle l'axe a tourné. Donc, pour connaître, voilà, donc ici, c'est une complexité, on peut tout d'abord comprendre donc, la présence d'un seul, donc, une seule piste sur le disque. Mais ça, donc la réalité, c'est pas simplement ça. Donc, on peut avoir plus qu'un disque, pardon, plus qu'une piste sur le disque. On peut avoir, donc, généralement, on utilise deux. Donc, on utilise deux séries de pistes sur, deux pistes, pardon, donc sur la périphérie. Donc, pour savoir la position et également pour savoir le sens de rotation. Donc là, on dit qu'il s'agit, donc voilà, pour le codeur incrémentaux, donc on dit qu'il s'agit du codeur relatif. C'est-à-dire, alors je ne sais pas donc, si j'ai pris un schéma. Je vais essayer de trouver un schéma très simple qui explique, voilà, donc, ou avoir une idée sur le nombre de fentes. Hein. Codeur incrémental et je prends une image.
J'essaie de trouver un cas simple. Mélange. J'essaie de trouver un signal. Parce que donc normalement il fallait donc écrire ceci. Et voilà, donc c'est difficile de le faire sur machine. Je vais le faire facilement sur. Voilà, donc on prend peut-être on prend ce schéma-là. Voilà, donc en anglais on parle donc de rotary encoder. Donc ce que nous avons donné c'est simplement un schéma très simplifié. Alors, donc là on voit les chronogrammes. Voilà. Donc là, on essaie de voir. Donc là, j'ai dit, sur les capteurs de l'industrie, on trouve des choses comme ça. Donc voilà, là c'est le disque. Et sur la périphérie, donc il y a une première piste. Donc là, c'est la piste externe. Qui nous permet donc de trouver normalement la position. Et on peut ajouter une autre piste qui va nous aider à trouver le sens de rotation. Regardez ici. Donc, bien sûr, donc, il y aurait un émetteur. Donc, généralement, donc, ce que j'ai présenté là, c'est simplement explicatif. Hein. Dans la réalité, sur le disque, dans la réalité, donc, le disque ne présente pas des trous. Simplement, ce sont des zones, voilà, zones donc, qui absorbent ou qui réfléchissent la lumière. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on réalise réellement, c'est que donc, sur la périphérie, on met des zones régulières qui sont absorbantes de la lumière et des zones régulières qui sont réfléchissantes de la lumière. Et les émetteurs et récepteurs sont sur le même côté. Donc, on va mettre l'émetteur. Donc, l'émetteur comme ici, donc on a mis l'émetteur sur un côté et le récepteur sur l'autre. Alors, donc là, c'est que donc, sur le disque, on doit présenter des fonds, donc on va présenter des trous. Mais si jamais on a mis des zones transparentes et des zones réfléchissantes, on peut mettre l'émetteur et le récepteur sur le même côté. Donc l'émetteur envoie la lumière. S'il arrive sur une zone transparente, donc il va se réfléchir sur le récepteur. Sinon, donc s'il se trouve sur une zone absorbante de la lumière, donc il va être absorbé. Comme ça, il ne revient pas sur le récepteur de lumière. Alors, revenons sur ça. Regardez. Maintenant, donc, nous avons, on a pris, donc là, ça va nous permettre d'expliquer donc, le principe de l'utilisation. Pourquoi on utilise deux pistes. Alors, on a dit, ou là, j'ai dit que lorsqu'on utilise deux pistes, ça nous permet de pouvoir extraire le sens de rotation. D'accord? Donc, on utilise deux pistes, mais regardez sur les zones qu'on utilise. Donc, ils sont décalés de un quart de tour. Là, donc, d'un quart de la période. Regardez. Donc là, c'est voilà, c'est transparent et là, c'est transparent. Opaque, opaque. Et là, donc, l'émetteur, donc, à ce moment-là, donc, on aura deux émetteurs de lumière, deux récepteurs de lumière. Donc, pour chaque piste, il y a un émetteur et un récepteur de lumière. Donc, maintenant, regardez. Si ça tourne dans ce sens, regardez, donc, ça apparaît normalement 1. Donc, regardez, donc là, c'est seulement suivant le sens de rotation. Il y a apparition d'un 1, soit sur la piste interne ou externe en première. Regardons. Donc là, on est en train de tourner à droite. Donc regardez, donc sur la piste externe, on a un 1 qui se présente en premier. Et c'est bien un 1 sur la piste externe en premier.
Par contre, si on tourne à gauche, droite à gauche, ici, il y a un 1 qui apparaît sur... alors, donc, il faut un petit peu donc, arrêter ça. Donc, il n'y a pas de possibilité pour l'arrêter. Donc, l'essentiel, c'est que donc, les 1, la présence, le sens de rotation est déduit à partir de la connaissance, ou de la prise, de la détection des 1 qui se présentent sur une piste par rapport à l'autre. Donc, en regardant sur laquelle des pistes il y a un 1 qui se présente en premier, alors ça nous permet de trouver le sens de rotation. Donc là, c'est simplement pour le sens. Voilà qu'il y a une chose plus importante. C'est ce qu'on appelle la précision. Donc, c'est ce que j'ai voulu donc, vous montrer à travers ça. Non, c'est pas assez clair. Alors, 1, 2, 3. Donc, c'est pas assez clair. J'ai dû prendre un cas plus général. Alors, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Ici. OK. Donc, on peut utiliser... mais là, c'est comme si nous avons pris le disque et on l'a fait aligner. Donc, on l'a ouvert et on l'a rendu linéaire. Ce qu'on peut dire, c'est que, supposez, alors, donc là, je vais écrire ici. Alors, supposez donc sur le disque, on a une zone transparente. On a une zone transparente. Alors, ce qu'on cherche, c'est que quelle serait la précision sur la mesure de position. Alors, c'est-à-dire que, donc, ce que je suppose, donc le N, on peut revenir ici peut-être, le disque c'est ça, et sur sa périphérie, on a mis N zones peut-être qui présentent des fentes, hein, N fentes. Alors, on a N fentes, N zones transparentes. Alors, on cherche à avoir une idée sur la résolution, c'est-à-dire sur la précision. Alors, si on fait un tour, si on a effectué un tour, donc le principe c'est quoi? Le principe c'est qu'on compte le nombre de zones transparentes traversées. Donc, si on a fait un tour, alors on compte n zones, c'est-à-dire qu'on compte n impulsions. Impulsion, c'est en fait, c'est quand il s'agit d'un signal carré. Donc, un signal qui passe de 0, par exemple, à 1, puis il passe de 1 à 0. Impulsion. Donc, on compte n impulsions. Maintenant, on cherche quelle est la précision. Alors, donc, si on compte n, n impulsions, ça voudrait dire que la résolution est de 360 degrés divisé par n. Donc là, c'est la résolution. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on compte 1, ça correspond au déplacement d'une zone transparente. Alors, sur la périphérie, donc, nous avons n zones transparentes. Lorsqu'on fait un tour, normalement, ça correspond à 360 degrés. Ça correspond à 2 pi radians. Donc, si vous voulez trouver la résolution en degrés, ça correspond à 360 divisé par le nombre
le nombre de zones transparentes. Et si vous voulez calculer cette résolution en radians, donc ça va être 2pi divisé par n. Alors, maintenant, on se pose la question, cette résolution signifie quoi? Peut-être en simplifiant, on prend un exemple. On prend n égale à 4. Si je prends n égale à 4, donc la résolution serait de 360 divisé par 4. Ça va nous donner, oui, ça nous donne 80 degrés. Si n égale à 4, alors la résolution serait de 360 divisé par 4. Donc ça fait 60 degrés. Alors, ça signifie plus exactement quoi? C'est que si jamais le disque s'est déplacé avec un angle inférieur à 80 degrés, on ne va pas le détecter. D'accord? Donc la résolution voudrait dire c'est l'angle de déplacement ou l'angle de rotation le plus petit qu'on peut détecter. Avec un déplacement inférieur, on ne détecte rien. C'est ça ce qu'on appelle la résolution. Et pour avoir des résolutions qui sont acceptables, n généralement est grand. N généralement, elle est supérieure ou égale à 128. N, on le prend relativement grand, c'est-à-dire sur la périphérie, on essaie de faire plus donc, de zones transparentes, on peut dire alternance zone transparente, zone opaque, de telle manière à améliorer la résolution. Mais on ne peut pas imaginer prendre un N comme ça. Parce que si on augmente, si on le fait augmenter N avec, si on prend N très élevé, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on n'arrive pas à pratiquer mécaniquement, là, technologiquement, on a des limites. On ne peut pas mettre un certain nombre, on ne peut pas dépasser un certain nombre de fentes qu'on peut réaliser sur la périphérie du disque parce que donc déjà le disque, donc il a des dimensions relativement, donc le diamètre du disque, donc c'est de l'ordre de 5 à le diamètre, pardon, le diamètre c'est généralement de l'ordre de 10 cm. Hein. Et donc, si vous comptez donc la périphérie, ça fait, voilà, le périmètre, ça fait, voilà, depuis, voilà, donc, pi fois la distance. Ça fait donc, si vous prenez, voilà, donc 10 cm de diamètre, multiplié par pi, donc vous allez autour, donc voilà, de 30 cm, voilà, 30 cm de périmètre. Et cette distance-là, donc ce périmètre-là, donc il faut le diviser sur n pour avoir combien de distance on va laisser pour chaque, combien de distance va occuper chaque fente. Donc, si n est assez grand, donc si vous prenez simplement 128 et vous divisez 30 par 128, ça va vous donner, normalement, pour chaque fente, vous deviez mettre peut-être 1 mm ou 2 mm. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais ça doit être quelque chose de très petit. Bref, techniquement, on est limité sur le nombre de fentes qu'on peut appliquer ou qu'on peut pratiquer sur le disque. Sur l'industrie, comment ça se présente? Hein? Alors, donc, je reste ici. Alors, de l'industrie. Alors, sur l'industrie, on trouve le codeur incrémental, il se voit comme ça. Donc là, c'est un exemple de codeur. Et ce qui le caractérise, c'est le nombre de points. Donc le nombre de points, c'est normalement, c'est le n, c'est le nombre de fentes. Alors, ici, donc peut-être, j'essaie de voir ici. Alors, regardez, donc là, il s'agit peut-être donc de cette référence-là, un codeur incrémental de cette référence. Donc, le boîtier fait 44 mm. Hein, donc, c'est déjà, donc, le diamètre, il est très petit. Hein. Donc là, le diamètre, donc,
donc de tout le boîtier, c'est 40, donc c'est 4,4 cm. Et là, le nombre de tours, c'est-à-dire la résolution, est de 1250. C'est-à-dire que, donc là, sur la périphérie, donc ils ont réalisé 1250 trous, ou la 1250 zones, alternances, zones transparentes, zones absorbantes, la zone opaque. Ce qui fait que la résolution ici, donc c'est normalement c'est donc 360 degrés divisé par 1250. Là, ça va vous donner le degré minimal de déplacement ou de rotation des disque. Donc, là, on le relie sur l'arbre des moteur qu'on veut mesurer ou qu'on veut avoir une idée sur sa position. Et là, l'angle qu'on peut détecter, donc l'angle minimal qu'on peut mesurer, il est de l'ordre de 360 degrés divisé par 1250. Hein. Si vous faites ce calcul-là, je ne sais pas, donc ça fait, voilà, donc je fais le calcul, donc là, ça fait, calculatrice. 0,288, monsieur. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est une valeur très petite. Hein. Oui. Donc, là, donc c'est quelque chose de typique. Hein. Vous pouvez avoir des valeurs de résolution un petit peu donc, plus grandes, mais lorsque la résolution augmente, alors c'est le prix également qui augmente. Hein. Donc, je n'ai pas ici, donc vous pouvez faire une petite recherche sur Internet pour avoir une idée sur les, donc sur les prix. Hein. Donc, les prix, ils commencent peut-être à quelques voilà, centaines de dirhams à quelques, voilà, jusqu'à peut-être 5 000, 6 000 ou 8 000 dirhams. Hein. Ça dépend de la résolution. Parce que lorsqu'on augmente la résolution, on augmente le nombre de points, le nombre de zones alternantes, zones transparentes opaques sur la périphérie, donc ça devient techniquement très difficile de réaliser et ainsi donc le capteur devient plus cher. Là, donc je ne sais pas donc, si on a d'autres. Donc déjà ici, donc ils ne fournissent pas normalement donc les prix donc, pour pouvoir comparer. Mais si vous regardez, alors, donc là, c'est 2048. 2048 impulsion. Donc 2048, c'est-à-dire la résolution, c'est 360 divisé par 2048. Donc, c'est relativement meilleur que l'autre. Et ainsi, donc là, si vous regardez, déjà, donc, sur les dimensions ici, donc c'est 3,38, l'autre, voilà, c'est 3,8 cm, l'autre, c'était 4,4 cm, etc. Donc là, si jamais donc, vous avez donc, le temps, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les coûts ou sur les prix pour avoir une idée. Donc, vous allez trouver que lorsque la résolution augmente, les prix donc, augmentent d'une manière exponentielle. Et j'ai dit que vous pouvez trouver un capteur donc incrémental, un codeur incrémental à 100 dirhams, à 200 dirhams, mais vous pouvez trouver un autre capteur de position incrémentale, c'est-à-dire la même technologie, mais parce que donc il présente une résolution plus grande, alors vous trouvez qu'il coûte 8000 dirhams. Une chose que peut-être qu'il faut encore préciser, c'est que donc ces codeurs incrémentaux, ce codeur incrémental, on l'appelle codeur codeur relatif. Excusez-moi, donc j'ai encore un appel téléphonique. Je dois
Désolé, c'était urgent. Donc. Alors, j'ai dit que donc, les codeurs incrémentaux, on les appelle des codeurs relatifs. Plein d'argent, donc on revient sur ça pour expliquer pourquoi donc, le terme relatif. Mais avant de pouvoir l'expliquer, donc, on essaie tout d'abord de parler d'un autre type de codeur qu'on appelle les codeurs absolus. Donc, lorsqu'on va avoir des codeurs absolus, ça va nous permettre de comprendre donc, les codeurs incrémentaux, pourquoi on les qualifie donc, de relatifs. Donc, c'est le même principe que les codeurs incrémentaux, sauf il s'agit également donc de l'utilisation de la lumière, il y a un émetteur-récepteur de lumière, il y a un disque. Donc là, on est en train de parler de ce qui est rotatif. Mais on a la possibilité d'avoir ça sous forme de règle, donc pour mesurer des déplacements linéaires. J'ai dit, donc il y a un disque, donc dans le cas de mesure rotative, il y a un disque qu'on relie sur l'arbre du moteur, ou l'arbre de l'objet qui fait la rotation. Et donc, il y a un certain nombre d'émetteurs et récepteurs de lumière. Voilà. Là, la différence réside dans le fait que sur les codeurs incrémentaux, il y a une alternance des zones transparentes, opaques, etc. sur la périphérie. Éventuellement, donc, pour pouvoir trouver le sens de rotation, alors on peut ajouter une deuxième piste. C'est que donc, en gros, donc, il y a deux pistes sur la périphérie du disque qui est exploitée pour la mesure. Pour les codeurs absolus, il y a plusieurs pistes. Le nombre de pistes qu'on utilise implique la résolution. Sur l'autre, donc pour le capteur incrémental, c'est le nombre de fentes, le nombre de zones transparentes opaques qui permet de fixer la résolution. Maintenant, le codeur absolu, c'est le nombre de pistes qui fixe la résolution. Et comment on fait? Donc, j'ai déjà dit, on utilise donc plusieurs pistes. Donc là, vous pouvez voir, donc là, c'est un exemple schématique de codeur absolu. Donc là, nous avons une première piste, une deuxième, une troisième. C'est que nous avons réalisé 3 pistes sur le disque, sur la surface du disque. Et sur ce découpage-là, alors, on essaie de faire des alternances, toujours alternance, zone transparente, zone opaque. D'accord? Donc, on respecte ceci. Donc, vous avez si je regarde donc, cette piste-là, la piste externe, que nous avons noté piste A, vous avez zone, par exemple, transparente, opaque, etc. Si vous regardez, par exemple, ici, ce que nous avons noté la piste B, nous avons ici, c'est transparent, opaque, transparent, etc. Si vous regardez la piste C, c'est également transparent, opaque. Et donc voilà, c'est que donc toujours vous avez alternance, zone transparente, opaque. OK? Mais maintenant, le nombre d'alternances correspond, voilà, il dépend de la piste. D'accord? Donc, en quelque sorte, avec 3 pistes, il y aurait, c'est comme s'il y aurait 3 bits pour la représentation. Ça voudrait dire qu'il y aurait 8 combinaisons possibles. Et chaque combinaison implique un angle. En quelque sorte, le nombre d'angles qu'on peut mesurer avec un codeur absolu à 3 pistes est
8, c'est-à-dire que la résolution, c'est 360 degrés divisé par 8. Alors, chaque position, donc là, si je considère cette configuration-là, j'ai 3 pistes. J'ai dit que ça va correspondre normalement à 8 angles possibles. Donc, on essaie maintenant de numéroter les angles. Regardez. Donc, là, j'aurai 8 angles. Donc là, j'ai 8 combinaisons, donc ce qui fait que j'aurai 8 angles. Alors, ces 8 angles, ils sont normalement visibles sur la piste externe. Regardez. Si je regarde donc la piste externe, donc si je commence à partir de la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc de 0 jusqu'à 7, ça fait 8. Donc, la piste externe contient un nombre. Donc, c'est-à-dire le nombre des zones transparentes plus le nombre de zones opaques est égal à 8. Regardez, la piste interne, voilà, la piste du milieu, le B, il y a, si je commence par partir de là, j'ai une première combinaison, voilà, une deuxième, troisième, quatrième. Donc, c'est-à-dire que j'ai 4 zones transparentes opaques. Et sur la piste du milieu, pardon, interne, le C, j'ai une zone transparente, une zone opaque. C'est comme si on fait toutes les combinaisons possibles. Piste C, c'est le poids le plus fort. Le B, c'est le milieu et le A, c'est le moins fort. Et on essaie de dresser la table des combinaisons. Si je prends, voilà, donc on peut l'écrire ici à côté. On peut l'écrire à côté, voilà, c'est pas gênant. Alors, j'aurai donc là, c'est C, B, A, piste C, piste B, piste A. Alors, on les représente sous forme d'un tableau, c'est mieux. Alors, ça va être en 3. Et ici, je vais mettre 9. Donc, là, ça va être piste C. Piste B et piste A. Là, j'aurai, par exemple, zone transparente. Hein. Là, je mets une zone opaque. Donc, opaque, opaque. Puis, ça va être opaque, opaque, transparent. Opaque, opaque, opaque. Pardon. Puis, c'est encore ici opaque, ici transparent, transparent. Puis, donc là, c'est transparent, opaque, opaque, transparent, opaque, transparent, 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 opaque, puis transparent, transparent, transparent. Voilà, donc là, ce sont les combinaisons possibles. C'est simplement ici, donc si vous regardez, ça correspond normalement aux combinaisons binaires qu'on peut avoir en se basant sur 3 bits. Sur 3 bits. D'accord? Donc là, ça correspond à 0, binaire. Et donc, si on le représente en décimal, ça correspond à 0. Là, si je le convertis en décimal, ça correspond à 1. Là, correspond à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, ce sont les valeurs possibles. Donc, maintenant, ici, chaque position, maintenant, ça me permet de trouver une combinaison de la valeur fournie par le capteur de la piste A, du capteur fourni par la piste B et du capteur fourni par la piste C. On aura 3 capteurs, 3 émetteurs, 3 récepteurs de lumière. Un pour la piste A, un couple pour la piste B et un couple pour la piste C. Voilà, il y a
3 couples, capteurs, émetteurs de lumière, capteurs de lumière. Pour chaque piste, il y aurait sa propre, ou son propre paire. Donc, suivant la position, bien sûr, les capteurs, ils sont alignés. Donc, ils seront alignés. Donc, les 3 capteurs de lumière, ils seront alignés. Donc, si jamais le disque, par exemple, donc les capteurs, les 3 capteurs de lumière se trouvent dans cette zone-là, par exemple, il va nous fournir 0. Si par exemple, les 3 capteurs se trouvent ici, donc là, le disque, il va tourner. Donc les capteurs, ils sont dans leur position fixe, hein. Mais c'est le disque qui tourne. Mais à chaque moment, si le disque est dans une position, alors il y a le capteur pour A, il va nous donner la valeur du bit A. Le capteur sur la piste B va nous donner la valeur pour le capteur B, pour le bit B. Et le capteur sur la position, ou sur la piste C va nous donner la valeur du bit C. Donc on va avoir le C, c'est le poids fort. Le A, c'est le poids le moins significatif. Donc, chaque position, maintenant, ça correspond à une configuration, ça correspond à une combinaison. Par exemple, là, donc je peux rester ici, donc je peux ajouter, j'ajoute une colonne. Et là, c'est l'angle. Je mets angle. Donc, là, ça correspond à 0. Là, correspond à... donc là, c'est normalement, c'est 8 valeurs. Donc, 360 divisé par 8. Ça fait, voilà, donc ça fait 40. Ça fait 40 degrés. Là, c'est 80 degrés. Là, c'est 120, 160, 200, 200. J'ai raté quelque chose. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, 240. Alors, qu'est-ce que j'ai? Normalement, 360 divisé par 8. 360, c'est 80. 90. Donc, voilà. 360 divisé par... Oui, donc ça fait... donc, 180, 45. 45. 45. Pardon. Désolé, donc c'est 45. 45. 90. 135. 135 plus 45. 180. 180. 225. 225. 270, 300, donc je vais rater quelque chose, c'est pas ça, 360, divisé par 8, 45, alors 45, plus 40, voilà, 90, ok, 25, alors, c'est ça,
Voilà. Là, c'est 300. 315. 315. D'accord? Donc là, ce sont les angles qui correspondent à chacune des positions. Et plus exactement, donc si on comprend encore, si on essaie de comprendre mieux, si on comprend mieux, donc là, la résolution, elle est de 45 degrés. Donc, le 45, c'est simplement 360 divisé par 8 positions. Alors, donc on a, le capteur, il va nous donner une de 8 combinaisons possibles. Soit il y a 0, 0, 0, il y a 0, 0, 1, 0, 0, voilà, 0, 1, 0, etc. Donc, on a les combinaisons. Une de ces combinaisons-là. Pour chaque combinaison, ça correspond normalement à un angle. Et la résolution, elle est de 45 degrés. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'angle le plus petit qu'on peut mesurer étant de 45 degrés. Ça voudrait dire que si je trouve 0, si le capteur me fournit 0, donc s'il me fournit cette combinaison-là, l'angle que je vais utiliser, c'est normalement 0. Mais dans la réalité, c'est de 0 jusqu'à... Là, je peux écrire peut-être comme ça. C'est de 0 jusqu'à 45. Comme ça. Et là, c'est de 45 jusqu'à 90, etc. Donc, la réalité, c'est que normalement, si elle me fournit 0, alors pour moi, c'est l'angle 0. Mais la résolution, elle est de 45 degrés. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 et 45 degrés, et le capteur va me fournir donc la combinaison 0, 0, 0. S'il me fournit par exemple la combinaison 1, 1, 1, ça indique que la position réelle, elle est de 315 à 360 degrés. D'accord? Donc, la résolution du capteur correspond à 2 à la puissance le nombre de pistes, donc le nombre de combinaisons, pardon, la résolution, c'est le nombre, on peut l'écrire ici, la résolution R est égale 360 degrés, donc c'est en degrés, divisé par 2 à la puissance n pistes. Donc, on prend 2 à la puissance, donc on prend le nombre de pistes, on le met à la puissance de 2 et on met 360 degrés divisé par 2 à la puissance, le nombre de pistes, c'est ce qui correspond à la résolution. Et la résolution, toujours, c'est la plus petite variation que le capteur peut mesurer. Donc, si vous avez un angle qui ne correspond là, qui est inférieur, si vous avez un changement d'angle inférieur à 45 degrés, il y a forte chance qu'on ne le détecte pas. C'est-à-dire qu'il est considéré comme étant l'erreur. Oui? Excusez-moi. J'ai dit donc la résolution correspond, c'est ça la résolution. Et là, on peut dire que si vous voulez améliorer le nombre, si vous voulez améliorer la résolution, donc la résolution c'est en quelque sorte, si la résolution proche de 0, c'est le capteur F. Si la résolution a une valeur grande, normalement, c'est pas, donc, ça correspond à un capteur qui est mauvais. Sauf que il faut bien soigner le langage. La résolution, normalement, là, lorsqu'on fait la publicité, on parle d'une bonne résolution. Une très, très bonne résolution, ça correspond à une erreur faible. C'est comme si on raisonne
à l'inverse de la résolution. D'accord? Donc, là, si vous voulez, la résolution, le vrai terme, la vraie définition de la résolution, c'est l'erreur. Si l'erreur est faible, alors, donc, si la résolution est faible, donc l'erreur est faible. Et la mesure, elle est bonne. Ou le capteur, elle est bon. Donc là, c'était simplement donc ce schéma-là, c'est explicatif. Mais dans la réalité, on ne va pas trouver donc, des capteurs avec 3 pistes. Dans l'industrie, on trouve, ou là, dans le commerce, on trouve des capteurs avec 10 pistes, avec 12 pistes, avec 8 pistes, avec 16 pistes, etc. D'accord? Donc, encore, peut-être qu'il faut simplement dire un mot. Vous pouvez imaginer que le codeur absolu est un capteur qui vous donne donc, la position, bien sûr avec une précision donnée, hein, avec une erreur donnée. Il vous donne la position par une combinaison linéaire, c'est-à-dire un code des 0 et des 1 qui vous indique quelle est la position sur laquelle, par exemple, l'arbre d'un moteur, elle est arrêtée, ou là, il est à un moment donné. Donc, pour avoir une bonne précision, il faut augmenter le nombre de pistes. Il faut avoir un nombre de pistes important. Non, importante. Avant de parler de codage, donc là, on dit qu'il s'agit d'un codeur absolu. Alors, l'autre, l'incrémental, on a dit qu'il s'agit d'un codeur relatif. Regardez ici. Si je suis, là, à partir de ce que j'ai représenté ici, vous lisez un nom, vous lisez une combinaison, vous pouvez trouver l'angle. Hein. On prend la combinaison, le capteur, il nous fournit une combinaison. Je prends la combinaison, il me donne un angle avec une précision donnée. D'accord? Donc là, on dit qu'il s'agit d'une mesure absolue. Pourquoi une mesure absolue? C'est toujours par rapport à 0. Donc c'est que la combinaison 0 correspond à un angle 0. Et les combinaisons qui viennent par là, c'est toujours par rapport à la combinaison 0. Donc هذا كنسموه décodeur absolu. Et là, on a le codeur incrémental, les codeurs incrémentaux. Toujours lui, chaque fois qu'il y a une partie, une alternance, transparence, opaque, il va vous fournir une impuissance. C'est qu'il va augmenter de 1. Il va compter un 1 de plus. D'accord? Et à un moment donné, je ne peux pas savoir quelle est la position vraie, la position réelle du disque. Pour savoir la position réelle, il faut prendre une référence. Mais la référence ici, on ne l'a pas. On ne peut pas savoir. Donc, ce que je peux dire, c'est que je peux dire que le disque a tourné d'un certain angle à partir d'un point de départ, d'un point de référence quelconque. Donc, je ne peux pas me référer à une valeur absolue, à 0, par exemple, à 0 degré, à une référence pour les mesures. Mais les mesures, ils se font d'une manière référencée par une position précédente. C'est pas toujours. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire quel est l'angle actuel que vous pouvez, ou là, que si vous m'avez dit, par exemple, au départ, c'était quoi l'angle? Parce que dans ce que je dis ici, c'est que si par exemple, j'ai, je sais pas, non, j'ai quatre alternances, ou 4 fentes sur le disque, alors je sais que la résolution, c'est 360 divisé par 4. Ça correspond à 80 degrés, à 90 degrés. Alors, ce que je peux dire, c'est que à chaque fois que je compte 1, je trouve qu'il y a une fente qui est passée, il y a une impulsion qui est apparue. Je sais que ça correspond normalement à 80 degrés qui est passé. Mais je ne peux pas dire que est-ce que l'angle actuel c'est 80 degrés ou c'est 180 ou c'est 260, 70 autre. Je ne peux pas savoir. Je ne peux le savoir que si vous me dites que actuellement c'est par exemple 0 degré, alors maintenant je peux commencer le comptage. Si vous me dites que maintenant c'est 80,
je peux commencer le comptage. C'est que l'origine, dans le codeur incrémental, il n'est pas spécifique, donc il ne peut pas la savoir. Il faut normalement, vous pouvez faire des mesures relativement à un point de départ qui doit être spécifique. Les codeurs absolus, ils vous fournissent. Donc, il faut lire simplement la combinaison fournie et voilà, vous connaissez l'oncle. C'est direct. Le codage. Donc, l'exemple que j'ai montré ici, donc c'est un exemple classique, mais c'est un exemple qui n'est pas très utilisé en industrie. En industrie, on n'utilise pas le codage binaire, on utilise un autre codage. Un autre codage. Le codage qu'on utilise, c'est un codage dit binaire réfléchi. Et la particularité binaire réfléchi au code Gray. Le code Gray, ça correspond normalement à un. Ah, donc c'est toujours donc des 0 et des 1, mais seulement donc le changement il est différent. Regardez ici, donc si je considère le binaire, je passe de cette combinaison à la combinaison suivante. Il y a 2 bits qui a changé. Si je passe de cette combinaison à cette combinaison, regardez, ce bit a changé, il est passé de 0 à 1, et ce bit a changé, il est passé de 1 à 0. Si je suis, par exemple, ici, sur cette combinaison, on rentre dans la combinaison suivante, le bit a changé, le bit a changé, le bit a changé, c'est que les 3 bits ont changé. En industrie, c'est que même si on s'efforce de réaliser des capteurs avec des codeurs absolus, avec des capteurs alignés, on n'arrive pas à le faire. C'est toujours lorsqu'il s'agit de fabrication, un petit décalage peut exister entre les capteurs. Lorsqu'on va montrer les capteurs, on va les positionner d'une manière alignée. On va positionner par exemple ici, ou on va positionner ici, ou on va positionner. Mais c'est une position fixe. C'est le disque qui va tourner par la suite. Alors, pour éviter des anomalies, des anomalies qui sont dues pratiquement au fait que donc, les changements ne peuvent pas se faire. Non, si je considère le cas, le passage de la combinaison, le bit doit changer il doit passer de 0 à 1. Il doit passer de 1 à 0, il doit passer de 1 à 0. Donc, si jamais donc, les capteurs ne sont pas alignés, donc يقدر يكون هذا يدوز من 0 ل 1 وهذا باقي في ال 1 وهذا مازال في ال 1. Donc, par exemple, هذاك le capteur ديال position C avancé شي شويه. Donc, هو هنا غيدوز ل 1 الاخرين باقي فيهم 1 1 يعني بحال ولينا في هذه لا كومبينيزون. Donc, يعني اذا كان عندنا un système qui fait la commande, il va lire la valeur pour lui, donc il va croire que le disque il est arrivé à la position 315 degrés. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. C'est simplement un cas intermédiaire. Il va se stabiliser par la suite. Mais parce que donc, la lecture se fait rapidement, donc on risque d'avoir des anomalies de changement. باش نحلوا هذا المشكل دازوا le code Gray. Le code Gray consiste à utiliser les chiffres 0 et 1. Sauf que باش كندوزو من une combinaison la combinaison suivante, دائما un seul bit qui change. D'accord? Regardez. Donc là, c'est un disque sur lequel le partitionnement se fait. Alors, donc là, peut-être que vous pouvez voir, c'est poids fort 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, puis 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, nous, les combinaisons. Combinaison, c'est le binaire. Code Gray, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'à chaque fois, alors, je ne sais pas donc, si je trouve un tableau, on peut l'expliquer rapidement. Code Gray. Voilà, on se voit.
Voilà, ici, on va voir le code gré. Regardez, donc, on a le code binaire, on a 4 bits. Au code gré, on a décimaux. Regardez, donc, binaire, c'est ça. Donc, 0, 0, 0. بعد عندنا 0, 0, 1. هنا 0, 0, 1. 1. Pardon, 0, 0, 1, 0. بعد 0, 1, 1. Et ainsi de suite. Regardez pour le code gré. 0, 0, 0, puis 0, 0, 1. من بعد c'est 0, 0, 1. Pardon, 0, 0, 1, 1. Donc, il est sur la combinaison. C'est seulement 2 bits qui a changé. La combinaison, c'est seulement 2 bits qui a changé. Cette combinaison, la combinaison suivante. Le bit qui a changé. Les nombres de la combinaison, le bit reste le même, reste le même, elle a changé, elle reste le même. Donc, ainsi de suite. Donc, il est de la combinaison, donc, elle a resté le même, elle a changé, elle a resté le même, elle a resté le même. C'est que j'ai besoin d'une combinaison de la combinaison. Maintenant, c'est toujours un seul bit qui change. Donc, ce qui fait que, quand on a les capteurs, les détecteurs, donc les capteurs de lumière, on décale un petit peu. Mais on sait que c'est seulement un seul bit qui va changer. C'est que, donc les autres, donc seulement le bit qui va changer, peut-être qu'il peut retarder, donc qu'il peut apparaître en retard ou apparaître en avance. Donc, les autres bits ne vont pas changer. Ce qui fait que des combinaisons aléatoires ne vont pas apparaître. Et donc, le fonctionnement du système il serait stable. C'est pour cette raison-là. Donc, les codeurs absolus, généralement, ils sont gradués. Donc, les combinaisons qui nous fournissent sont réalisées en utilisant le code. Il y a une petite question, donc comment je vois à partir de là. Donc là, c'est le binaire naturel. Là, le disque il est gradué en utilisant le code gré. Une question qu'on pose. Alors, sur le disque, donc il y a un certain nombre de pistes. Alors, la piste interne, c'est elle qui représente le poids, le bit de poids le plus fort. Ou la piste externe correspond au poids le plus faible. Pourquoi ils ont utilisé ça? Que ce soit en binaire naturel ou voilà, soit le binaire naturel ou le gré, le code gré qui est également binaire réfléchi. Sur la piste interne, on prend le poids fort. Et sur la piste interne, c'est le poids fort, externe, c'est le poids faible. Regardez. Donc, voilà, je vois le tableau. Si vous regardez, la piste poids fort. Donc, le nombre de combinaisons il y a là, c'est qu'on clé. Regardez, 0, 0, 0. Donc là, il a changé de combien de fois? Donc, il était 0, il y en a 1. Il a changé seulement une seule fois. Par contre, il a changé combien? 4 fois. Donc, 0, 1, 1 ou 0, 0, 1. Voilà, 1, 2. Il a changé 3 fois. Là, il a changé. Voilà. المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. Donc, c'est que le bit de poids fort, il change seulement 2 fois. Par contre, le bit de poids faible, il change normalement 2 à la puissance n fois, n-1 fois. C'est que à chaque fois, vous avez un changement. Voilà, pour chaque combinaison, on fait modifier donc le bit de poids faible. Par contre, donc le bit de poids fort, il change moins fréquemment. Je suis parti dans le code gré. Regardez, le bit de poids fort, il a fait 0, il a fait 1. Donc, il ne change pas beaucoup. Le bit de haut, donc il change également, mais il change moins. Donc, le bit de poids faible, regardez, là, il change, là, il change, etc. À chaque fois, il change. D'accord? Donc, à chaque fois, vous avez donc le poids faible qui change. Donc, le nombre de changements, ça correspond normalement au nombre de combinaisons possibles. Donc, c'est pour cette raison-là, de la configuration. La piste interne, qui le poids fort. Le poids fort fait le moindre, fait toujours le nombre de changements ou 2. Le nombre de combinaisons هو 2 يا اما 0 يا اما 1 اللي من بعد منه كتجي فيه يا اما كيكونوا فيه 4 0 فوالا 0 1
0, 1. Et ainsi de suite. وهذاك l'externe هو اللي تيكون فيه le nombre de combinaisons. Donc, هو اللي فيه le nombre de combinaisons, le nombre de changements, هو le nombre de combinaisons global. Donc, علاش donc on met la piste interne poids fort tout simplement parce que vous ne pouvez pas imaginer l'inverse. إذا درنا l'inverse. Donc, هاد la partie interne خصنا on suppose غير في هاد الوقت. هاد la partie interne خصنا نقسموها على 8. Mais si on arrive, donc si on veut diviser cette zone-là sur 8, c'est plus délicat que zone externe sur 8. Là, j'ai la zone externe, elle a un périmètre plus grand. Donc, on peut le diviser plus facilement que de diviser le périmètre de la piste interne. Donc, si on veut le diviser sur, par exemple, sur 8, on a donc la distance petite. La distance entre deux pistes, c'est pas grave. De combinaisons petites. Par contre, l'extérieur, j'aurai donc le périmètre plus grand et donc je peux faire des subdivisions plus faciles. Alors, on la continuant. Peut-être il faut dire une chose. Quand on parle des codeurs incrémentaux, donc les codeurs optiques en général. Les codeurs optiques, ils ont, en quelque sorte, c'est vrai, on peut les utiliser pour mesurer, pour capter la position. Mais il faut dire, pour les codeurs optiques, nous pouvons dire, voilà, pour mesurer les déplacements circulaires, la rectiligne, ce que nous avons présenté ici, c'est circulaire. Donc, le capteur, ou le codeur absolu, il s'apprête mieux pour mesurer la position. D'accord? Si on veut mesurer la position, on peut utiliser le codeur absolu. Le codeur incrémental est mieux, ou là, il est fait pour mesurer la vitesse. On peut l'utiliser pour mesurer le déplacement. Mais le codeur incrémental, il est dédié pour mesurer les vitesses. Le codeur absolu, c'est pour mesurer le déplacement, pour mesurer un déplacement rectiligne ou angulaire. Un codeur incrémental est utilisé pour mesurer les vitesses. Mais, donc, un codeur incrémental, on peut également l'utiliser pour mesurer le déplacement, à condition de fournir la référence. Un codeur absolu, on peut également l'utiliser pour mesurer la vitesse. Okay? Mais codeur absolu, c'est normalement pour les positions. Codeur incrémental, c'est pour les positions, non pour les vitesses. Mais on peut donc les utiliser pour l'une ou l'autre des applications. Alors, parlons donc de capteurs de vitesse. Alors, j'ai dit que les codeurs incrémentaux, on les utilise généralement pour mesurer la vitesse. Les capteurs de vitesse, sur l'industrie, on trouve encore d'autres types de capteurs. Il y a ce qu'on appelle les générateurs ou les génératrices tachymétriques. Les génératrices tachymétriques, c'est quoi? C'est généralement un moteur électrique. Un moteur électrique, un petit moteur électrique. Voilà ici une petite photo. Donc, de génératrice tachymétrique, c'est un moteur à courant. Donc, généralement, c'est un moteur à courant continu, un petit moteur. Et donc, le moteur à courant continu, il a une caractéristique, c'est que, voilà, c'est pas que pour le moteur à courant continu. Lorsque vous les entraînez, lorsque vous le faites tourner, ça vous permet de générer une tension électrique. Et cette tension électrique, généralement, elle est proportionnelle à la vitesse de rotation. Donc là, ça permet de mesurer les vitesses de déplacement circulaires, angulaires. Voilà. Donc, les génératrices, les petits moteurs à courant continu, donc on les utilise pour mesurer la vitesse de rotation. Donc, ils ont des caractéristiques. Donc, déjà, donc, le coût, ils ne sont pas chers.
ils ne sont pas chers, ils ont des performances meilleures, mais ils ont donc des limitations. Donc, les limitations sont les suivantes. C'est que donc ils s'usent avec le temps. C'est pas comme les codeurs. Donc les codeurs optiques, donc il n'y a pas de contact. Alors qu'à l'intérieur d'une machine à courant continu, donc il y a normalement, donc il y a les balais, donc il y a ce qu'on appelle les charbonnettes. Il y a donc normalement, donc pour faire passer le courant électrique, donc il y a un charbon sur l'arbre et qui, à chaque fois qu'il commit, qu'il passe d'un morceau à l'autre. Et lorsqu'on commit, donc il y a des arcs électriques. Même si c'est petit, avec le temps, donc il y a les yeux. Voilà, il y a cette chose-là. Et il y a la vitesse, donc ils ne peuvent pas tourner très rapidement. Donc actuellement, on peut faire tourner des moteurs à des vitesses très élevées. Et parfois, donc les générateurs stark-métriques, donc ils ne peuvent pas les supporter. Leur utilisation, quand est-ce qu'on serait obligé d'utiliser donc les générateurs stark-métriques? C'est que les codeurs optiques sont les moins chers. Et donc ils n'exigent pas donc, des maintenances pour leur fonctionnement. Sauf si vous avez un environnement où il y a de la poussière. Donc il y a de la poussière, beaucoup de poussière, même si donc, le codeur est enfermé dans un boîtier. Donc ça risque d'être par la suite endommagé par cette poussière. C'est pour cette raison, donc, dans les environnements où il y a des perturbations, peut-être il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de poussière, donc peut-être qu'on préfère utiliser des génératrices parquémétriques pour faire la mesure. La même chose, comme je viens de dire, donc, les génératrices parquémétriques sont relativement chères et donc il exige de la maintenance. Par contre, donc les codeurs optiques, normalement, ils sont moins chers, même si, alors, donc, si vous parlez de la précision, etc., donc ils sont un petit peu donc, très précis par rapport à ces génératrices. Donc, les génératrices parquémétriques, ils fournissent un signal analogique. Et ce signal analogique-là, il faut le traiter. Donc, actuellement, sur les systèmes automatisés donc, qu'on utilise, donc généralement, ce sont des systèmes ce qu'on préfère utiliser, donc c'est plus résistant peut-être aux perturbations. On utilise donc les signaux numériques et on préfère utiliser les codeurs optiques si c'est possible. Donc, s'il n'y a pas de restrictions concernant donc, le dépôt donc, de poussière. Voilà. Sinon, donc, c'est par excellence, donc, ce sont les codeurs optiques qu'on utilise pour mesurer donc, les vitesses de rotation, pour la régulation des vitesses de déplacement, donc les vitesses de rotation des moteurs. Voilà, donc, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons présenté? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on va arrêter ici. Est-ce qu'on peut avoir le support de cours? Oui, oui. Merci, monsieur. Voilà, donc je vais essayer de vous l'envoyer donc le soir. Vous avez mon email, c'est ça? Vous avez mon email? Un email, donc vous pouvez m'envoyer un rappel la nuit, donc si jamais, donc, si je ne l'envoie pas, vous m'envoyez un rappel et je vous envoie le cours. Hein. OK? D'accord, monsieur. C'est bon, il n'y a pas de questions? Oh, monsieur, Non, c'est monsieur. clair. OK. Et Allah. Assalamu alaikum. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci.